Ça change définitivement, mon vécu, puis j'ai envie de dire comme mon espèce d'autorité parentale, dans le sens où mon premier réflexe, c'est pas d'aller voir à l'extérieur. C'est de dire comme: «OK, qu'est-ce que mon ressenti me dit? Quelle est la connexion avec mon enfant? Qu'est-ce que mon enfant vit présentement que j'ai besoin de savoir?» Tu sais? Donc mes enfants, quand ils vivent quelque chose, je leur dis genre, je leur dis: «OK, tu peux dire à ton corps que tu as reçu le message là. C'est bon, on peut passer à autre chose». Puis tu sais, ça m'est arrivé que mon fils fasse comme: «Là, c'est bon, j'ai reçu le message». Mais donc il y a cette psyché qui embarque de «je suis maître de moi» et ensuite, si je vais chercher des outils à l'extérieur, je dis à mes enfants, même en ostéopathie la semaine passée, j'ai dit: «On s'en va chercher du soutien pour t'aider toi dans ton processus». Donc c'est toute une dynamique qui est com c'est une perception, c'est un paradigme différent. Puis je pense que c'est intimement lié avec mon expérience d'enfantement. Parce que pour moi, c'est je vais chercher du soutien quand j'en ai besoin, quand ça fait du sens, pas par automatisme. Donc oui, définitivement, ça change ma perception de la vie. Bienvenue sur Enfants de Gaïa, un espace d'amour et de bienveillance dédié à ceux qui façonnent l'univers des familles du Nouveau Monde. Je suis Nassima, doula holistique et gardienne des naissances sacrées. J'aime comprendre le fonctionnement profond des choses, alors j'explore en quête de réponses. Et je vous embarque avec moi dans ce voyage à travers mon prisme de vision. Nous allons ensemble à la découverte du féminin, de la maternité, du couple, de la sexualité, des enfants et bien plus encore. Ce podcast est là pour t'inspirer et t'ouvrir à de nouvelles perspectives à travers la rencontre de professionnels qui, chacun à leur manière, participent à l'ouverture des consciences. Alors branche tes racines, connecte tes antennes et laisse-toi porter. Bienvenue Léa, je te remercie de me rejoindre pour ce podcast aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te recevoir. Merci. Je t'ai découvert donc grâce à la page Instagram du festival Enfanter l'évolution. Voilà, j'ai voulu partager en direct avec toi plus sur qui tu es et sur tes accompagnements, etc. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui. Alors mon nom, c'est Léa Couture. Je suis une doula. Je suis une, belle maman de 2 garçons aussi. Et puis j'œuvre, en fait, présentement, je suis principalement, maman, qui donne les soins à toute, la famille et à la maison, mais sinon j'œuvre comme doula, heu, un peu plus comme guide mentor auprès des familles qui souhaitent donner naissance hors système, donc dans la préparation. Je fais aussi des cercles de femmes et en lien avec l'enfantement libre depuis plus d'1 an maintenant, en présence au Québec. Et puis donc j'offre de l'accompagnement autant pour les parents que pour les doulas ou les sages-femmes qui sont curieuses d'en savoir plus sur le monde de l'ANA, donc de l'accouchement non assisté médicalement. Donc je pense que ça résume bien. Je fais aussi des débriefs de naissance que j'appelle donc des mémoires de naissance. On fait un retour sur les récits de naissance des mamans. Donc voilà, j'œuvre en périnatalité depuis maintenant, plus de 5 ans, mais j'ai 2 cocos qui sont nés pendant cette période-là. Donc, voilà, où j'en suis présentement. Ok, super. Bah écoute, est-ce que on pourrait voir déjà la genèse de comment t'en es arrivée là? Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans le monde de la périnatalité? Voilà, on commence au commencement. Oui. Moi, il y a une sage-femme québécoise qui a été mise sur mon chemin. J'étais en périple chez une amie, en Gaspésie, puis elle était enceinte, puis elle m'a dit: «Il y a une sage-femme qui fait une conférence, ici dans mon village». Donc, je me suis retrouvée dans la conférence de cette sage-femme-là. Et puis, c'était mon premier contact avec l'univers de la périnatalité en dehors du monde des naissances. Je devais avoir quoi? 20, 20 entre 20 et 22 ans peut-être? Hmm. Puis là, j'ai vraiment senti un appel à ce moment-là, puis je me suis dit: «Il y a quelque chose à faire avec ça. Un jour, je vais œuvrer auprès des familles». Et là, j'ai découvert ce que c'était que l'accompagnement à la naissance, donc le rôle de la doula. Puis il y a eu cet petit appel à ce moment-là. Et ensuite, de fil en aiguille, finalement, j'ai rencontré mon amoureux. On a décidé de concevoir, mon fils.
Puis j'ai eu l'élan de me lancer en périnatalité en faisant de la photo, parce que c'est mon médium de création de base. Donc, je me suis dit, moi, je vais faire de la photographie de naissance. Fait que c'est comme ça que j'ai réussi à trouver la légitimité en moi pour me rendre à des enfantements. Ah, Donc, c'est ok. comme ça que je me suis lancée là-dedans. Et puis, ben enceinte, ensuite, je me suis dit, OK, alors là, je me sens légitime de faire une formation de doula. Donc, je me suis formée enceinte. Donc, ça a été comme des cours prénataux, mais en, en très, très accéléré, très approfondi, au-delà de ce que j'aurais fait si j'avais simplement été maman sans faire des formations de doula. Et puis là, j'ai compris, je pourrais dire, saisi ce que c'était la physiologie de la naissance et compris ce que moi, j'avais besoin pour donner naissance, tu sais. Donc, cette grossesse-là, ça a été de la formation, de l'écoute approfondie de podcasts, de lecture de livres à fond. Et puis, pour finalement faire le choix de rester seule à la maison pour donner naissance, je dis ça parce qu'il n'y avait pas de sage-femme qui était présente. Donc, mon premier fils est né à la maison sans assistance médicale, accompagné d'une doula amie de cœur et de mon amoureux. Donc ça a été mon arrivée dans la maternité, ça a été cette naissance-là en pleine campagne de COVID. Waouh! Une arrivée en puissance vraiment dans la maternité, quoi. En Ouais, confiance, en ouais. j'adore, vraiment, waouh! C'est Ben, vrai que c'est par dépit, tu sais, en confiance, oui, mais c'est plus complexe que ça pour ce premier enfantement-là. J'avais pas accès à la sage-femme à la maison, puis pour moi, c'était inadmissible de ne pas rester à la maison oui. dans mon premier souhait. Tu sais. Donc, si Mmh. mon cœur me disait, puis si ça faisait du sens pour moi à ce moment-là. Ouais. Donc ça a été mon arrivée. Donc, entre mes 2 grossesses, ben, finalement, les gens que j'ai accompagnés qui me contactaient, c'était dans l'optique de faire avancer leur propre chemin vers l'enfantement Mmh. libre. Donc ça a fait que tout l'accompagnement que j'ai pu faire jusqu'à ce jour, ça a été dans cette fameuse préparation du free birth, de l'état d'esprit, donc du mindset qui mène vers ce choix-là, à savoir si c'est vraiment le choix pour ces parents-là, s'ils sont Mmh. prêts à vivre cette expérience-là et les conséquences qui peuvent venir avec. Ouais. Donc, voilà comment Ouais. je suis arrivée en périnatalité. Ouais, c'est vraiment venu colorer en fait un peu aussi la doula que t'allais être, quoi, cette expérience de ta propre maternité, c'est beau, quoi. 100%. Ouais. Ouais. Et du coup, ouais, donc je rappelle, tu viens de le dire, que tu es au Québec. Et justement, c'est super, je trouve, de pouvoir avoir cette comparaison entre chez vous et chez nous, parce que c'est tellement différent. Mhm. Et vous, du coup, si j'ai bien compris, c'est autorisé de faire des naissances chez soi, non accompagnées par le corps médical, etc. Enfin, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. C'est, c'est très différent, le processus aussi de déclaration de naissance. Mmh. Donc, c'est tout à fait légal pour une femme de donner naissance à la maison sans assistance médicale. Là Mmh. où ça se complexifie, c'est quand il y a un accompagnement et là, ça se complexifie du côté de la personne qui va accompagner. Donc là, c'est des législations, en tout cas, c'est des aspects légaux par rapport au code des professions et des gestes réservés aux Mmh. sages-femmes et aux médecins et aux différents secteurs qui D'accord. l'entourent. Mais sinon, pour ce qui est de l'expérience des parents, c'est tout à fait légal de le faire. La déclaration de la naissance se fait dans une toute autre structure que par la mairie, par exemple, pour les Françaises. Mmh. Donc, on est dans un autre univers. Je crois qu'éventuellement, elle va se rapprocher peut-être des défis qui émergent pour les Françaises, mais pour Mmh. l'instant, ici, c'est quand même très facile de faire la déclaration. Après ça, c'est pas nécessairement tous les soignants et toutes les structures qui sont au courant de cette possibilité-là. Donc, il y a des parents qui vont vivre des situations difficiles Mmh. face aux différents soignants s'ils font le choix de se rendre à l'hôpital suite à la naissance ou avant, ou en tout cas dans le tout tourbillon périnatal là, en lien avec Mmh. l'ANA. Mais oui, c'est différent ici. OK, et les questions juste, les doulas, elles ont le droit d'être présentes dans un accouchement non, enfin, sans présence du corps médical, à la maison? Euh, j'arrive à une compréhension que ce n'est pas juste une question de légalité. Donc, ma Mmh. compréhension, c'est que le Collège des médecins ne va pas nécessairement appliquer ce qui est dans la loi, mais Mmh. bien ce qui leur chante, Mmh. dans le sens où, euh,
il y a tellement soit de jurisprudence ou de différentes fines couches Ouais. dans la loi au Québec qui apportent beaucoup de risques pour les doulas. Donc, normalement, une doula ne fait pas de monitorage, ne fait pas de diagnostic, ne fait pas d'intervention. Cependant, si le Collège des médecins a la croyance que le simple fait d'être présente et d'apporter une réflexion, de faire un processus mental, de réfléchir à ce qui est, quand on est dans un enfantement, le fait d'être en silence, c'est un message en soi. Le fait d'être confiante, c'est un message en soi. Le fait d'être en panique, c'est un message en soi. Donc, même si on ne parle pas avec les mots, naturellement, notre présence peut teinter une expérience d'enfantement. Oui. Donc, au niveau de la légalité, en fait, ce qui va protéger la femme qui va décider d'accompagner ces espaces-là, ça va être de ne pas faire de gestes médicaux. Cependant, si on tombe du côté du Collège des médecins, qu'est-ce que pour eux un geste médical au-delà de ce qui est écrit dans les gestes réservés du Collège des médecins? Donc, je ne saurais dire si c'est légal ou pas. Je pense que c'est du cas par cas. Je pense que c'est un espace qui est très nébuleux et complexe à naviguer. Je reste fervente du libre choix. Je suis pro-choix. Je n'ai aucun problème avec la pratique illégale de sage-famerie et de médecine. J'ai envie que les familles puissent vivre leur enfantement comme ils le souhaitent, en toute transparence avec eux-mêmes, avec l'accompagnante qu'ils décident d'avoir. Et j'ai envie que les accompagnantes aient aussi une transparence sur leurs compétences, leurs connaissances, leur posture envers les parents. Donc, pour moi, c'est plus, j'aimerais ça dire, c'est légal, il n'y a pas de problème, mais je pense que c'est tellement du cas par cas et beaucoup plus complexe que de juste dire oui ou non. Ok. Peut-être nous, c'est un peu plus clair en France parce que t'as juste pas le droit, quoi, d'être en présence, accompagner des naissances en tant que doula sans sage-femme, en fait. Mais est-ce que c'est la charte des doulas de France qui dit qu'il n'y a pas le droit? Donc, est-ce que c'est quand on a signé la charte à ce moment-là, vous n'avez pas le droit, ou est-ce que c'est vraiment écrit dans la loi? Parce que le fait d'être dans un espace de naissance, ça, c'est précisément dit qu'on n'a pas le droit? Je serais curieuse, il faudrait peut-être approfondir. Il n'y a pas une vraie charte doula commune à tout le monde. En fait, il y a des doulas qui y vont, mais c'est juste que s'il y a un problème, elles vont être vraiment directement mises en cause, quoi. Et donc, c'est ce qu'on... Enfin non, c'est vraiment très controversé. C'est vrai que je crois que c'est peut-être un peu comme vous, mais c'est beaucoup plus strict, beaucoup plus... Oui, c'est ça. Mais je pense pas... En tout cas, j'étais pas sous l'impression que c'était illégal. Donc, mais là, on revient sur ma compréhension de la complexité de ce terme-là. Donc, bien sûr. Est-ce que oui, sur papier, c'est légal d'être présent sans faire de gestes médicaux? Mais comment est-ce que ça va être interprété par les gens qui vont être présents? Comment est-ce que ça va être interprété par un juge? Là, on est vraiment dans une complexité. Mais sinon, l'information que j'avais eue, c'était que si une doula signe la charte des doulas de France, qui serait comme l'espèce d'association ou regroupement, là, tu peux me corriger si je me trompe. Moi, j'ai été formée au doula de France et je suis pas obligée de le signer pour exercer, tu vois. Mais il y a plein d'autres écoles de doula et donc il y a plein d'autres doulas qui ont été formées un peu partout et elles peuvent adhérer à cette association qui essaye d'être reconnue, etc. Mais voilà, il y a beaucoup de doulas qui exercent sans appartenir à avoir signé cette charte, quoi. Ouais. Intéressant. Bon, en tout cas, de toute façon, c'est assez clair que chez vous, c'est beaucoup plus open, on va dire. Pas beaucoup plus, mais un peu plus peut-être que nous. Ben oui, définitivement. Au niveau de l'expérience des parents, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Le stress qui est lié à faire ces choix-là, toute la structure de ce qui est obligé ou pas obligé à faire auprès de l'enfant, c'est différent. Puis là, je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui vont dire que non, c'est pas obligé la visite de 8 jours. Donc ça, je ne saurais pas me prononcer là-dessus, mais définitivement, c'est plus simple pour les parents québécois qui font ce choix-là au niveau de la déclaration de la naissance. Mais après ça, pour ce qui est l'équivalent de la PMI ici, donc ici, c'est le département de la protection de la jeunesse, là,
il y a quand même des enjeux au niveau des signalements, mais l'espèce de domino qui s'ensuit n'est pas le même qu'en France. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce que j'allais dire, c'est que en soi, en France, il y a presque rien qui est obligatoire. Euh, au fond du fond du fond, on va dire légalement, mais dans la pratique, c'est tellement différent. Comme tu dis, voilà, tu vas avoir des comment ça s'appelle, protection de l'enfance, etc., qui va venir te tomber dessus, quoi. Bon, ok. Du coup, par rapport à tes accompagnements justement que tu fais autour de l'ANA, enfin tout ce que tu expliques aux parents, tout ce travail de sensibilisation, etc. Comment ça se passe pour toi? Comment concrètement tu le mets en place? Ben, d'abord, moi, présentement, je ne prends pas de clients. Donc, j'ai décidé de ne pas faire de présence à l'enfantement Mhm. quand il n'y a pas de sage-femme. Euh, donc, j'ai décidé de ne plus servir cet espace-là. Je l'ai fait entre mes deux grossesses. Mais là, plus maintenant, de par cette complexité, puis au niveau de la loi, numéro un. Aussi, numéro deux, c'est que j'avais envie d'offrir des espaces, j'avais envie de prendre la parole en lien avec l'ANA, puis je me sentais pas à l'aise de le faire et de continuer à aller à des enfantements de par cette Mhm. perception du Collège des médecins. Je pense que c'est très complexe pour une sage-femme et pour un médecin de s'imaginer que je puisse être dans un espace d'enfantement sans faire de gestes et d'intervention. Oui, oui. Puis au début, j'avais beaucoup de jugement face à ça, mais en fait, maintenant, je comprends mieux. Si tu as toujours été dans un espace, tu as toujours été dans cette mode de surveillance, évaluation, Mhm. puis que ton rôle, c'est de venir assurer une certaine sécurité. Assurer n'est pas nécessairement le bon terme, mais on se comprend. Ben, Ouais. c'est difficile de comprendre que moi, Léa Couture, je puisse être là sans faire de gestes, tu sais. Mhm. Donc, ça, c'est pour ces deux premières raisons-là. Puis ensuite aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup d'ANA par dépit, donc accouchement non assisté médicalement par dépit. Et puis à ce moment-là, mon observation, qui est non scientifique, c'est que 80% des couples qui me contactent ou avec qui je suis en échange de par les cercles ou de par les gens qui m'écrivent, c'est pas nécessairement des gens qui auraient fait un ANA vraiment du fond du cœur Mhm. du premier jet. Donc, éventuellement, ça devient le premier choix sur leur chemin ou peut-être pour les grossesses consécutives, mais au départ, c'est plus par dépit. Puis, quand c'est un enfantement par dépit, aucun jugement ou critique de ma part. Cependant, pour moi, c'est vraiment plus délicat de me retrouver dans cet espace de naissance-là. Parce que ces Mhm. parents-là, ce qu'ils voudraient essentiellement, c'est potentiellement une sage-femme. C'est juste qu'ils Mhm. ont pas eu accès. Oui, ils voudraient une femme sage, ce qui est le terme que j'utilise personnellement pour parler des sages-femmes qui vont travailler hors système. Puis là, ils n'ont pas accès, donc ils se retournent un peu par dépit vers les douleurs. Donc, il y en a pour qui c'est très clair, la posture de la douleur. Pour d'autres, c'est plus nébuleux. Puis je pense que les parents, ils sont dans la précipitation de la grossesse qui veut pas prendre fin à un certain moment. Ils doivent se positionner. Ils doivent trouver, ben, ils doivent. Ils font le choix de trouver quelqu'un, des fois pour assurer papa, puis ils veulent une femme de cœur présente. Mhm. Donc, moi, personnellement, je fais plus l'accompagnement à la naissance, la présence à la naissance. Cependant, je fais la préparation à cet espace-là, à ce lieu-là. Puis je vais même faire l'espèce de coaching ou le mentorat entre la personne qui décide d'avoir et le couple, si jamais il le souhaite. Donc, pour réfléchir à la posture, pour bien Mhm. euh, comprendre les réels souhaits des parents, s'assurer que la doula, elle est prête ou pas à pas les respecter, mais à honorer ces souhaits-là. Parce qu'en tant que doula, il faut aussi réfléchir à quelles sont nos limites, tu sais. Oui, oui, Et oui. est-ce que je sens, moi, que je peux servir cet espace-là? Oui. Euh, tout en respectant mes propres limites. Donc, si on revient à ce que j'offre, moi, j'offre pas de cours prénataux. J'invite les gens à faire leur propre cours prénataux. Je recommande toujours la préparation de Karine. Je suis formée auprès de Karine et Mélanie à l'école quantique. C'est une formation qui, moi, m'a été vraiment riche personnellement. Donc, la préparation virtuelle à la naissance. Ce qui fait que les parents, ils vont aller faire leur propre éducation sur la physiologie de la naissance et ensuite, ensemble, on va venir approfondir sur qu'est-ce qui les attend, euh, quelles sont les peurs qu'ils vont avoir. Mhm. Et je parle de ce que j'appelle le terrain de jeu. Donc, ils vont définir ensemble quel est leur terrain de jeu. Donc, si on imagine, par exemple, un terrain de foot qui a 4 côtés rectangulaires, donc papa pourrait, par exemple, avoir des balises sur les 4 coins, puis les balises de maman
Une balise étant, par exemple, la durée du travail, hem, une hémorragie, une réanimation pour bébé. Donc les balises de maman pourraient être situées à différents endroits. Donc Mmh. soit plus grandes que celles de papa ou soit plus petites. Et là-dedans, si on décide d'inclure, une amie, une doula, la maman, la belle-mère, ben, là, on arrive avec d'autres balises parce que cette personne-là, elle a des limites. Hem, donc quand les parents viennent faire ce travail de limite-là avec les balises de terrain de jeu, ils arrivent avec un périmètre dans lequel ils vont jouer. Mmh. Et quand on a pris le temps de faire ça, ensuite, il y a moins de chances qu'on panique pendant l'enfantement parce qu'on a tout clarifié. Donc, on fait ce travail-là ensemble, puis moi, je vais nommer les balises, donc je vais lever un peu les flags et ensuite ils repartent de leur côté, ils font leur propre recherche, Mmh. puis ils se rendent compte que pour eux, ben, tel aspect, telle balise, ça, c'est non négociable. Ils ont défini cette balise-là de par leur recherche, de par leurs valeurs, de par leurs besoins, de par leurs antécédents. De par les peurs qui les habitent, de ce qu'ils ont lu. Tu sais, il y a des familles qui sont très dans les statistiques, il y en a qui le sont moins. Donc, ils vont vraiment venir définir cette espèce de terrain de jeu-là. Puis moi, je vais devenir un peu c'est plus comme de la médiation pratiquement du couple. Donc, c'est d'offrir cet espace de réflexion. Puis la Mmh. première rencontre, je l'appelle mémoire. Donc, on va venir réfléchir à tout le construit, tout le vécu. Donc, on explore la naissance de papa. Donc, sa Mmh. propre naissance. Donc, en général, les papas, ils vont appeler leur mère puis faire comme ah, oh, OK, c'est ça mon histoire. Donc, ça Mmh. l'amène plein de discussions, de compréhension aussi du bagage de s'il y a eu 3 morti-naissances dans la famille du papa, ben, c'est quelque chose qui habite la famille depuis Ouais, bien sûr. longtemps dans le conscient, le subconscient. Mmh. Donc, on vient tout faire cette déconstruction-là, puis on vient déconstruire aussi ou en tout cas revisiter les expériences de naissance passées du couple. Mmh. C'est rarement des premiers bébés auxquels moi j'ai été en contact. C'est souvent des deuxièmes ou troisièmes bébés quand les familles décident de se pencher vers l'ANA, ils Ah sont d'accord, rendus comme d'accord. ailleurs, là. OK, OK. Ouais. Hem, donc, on fait cette préparation-là, puis ensuite on aborde à fond le postnatal. Donc, tu sais, je suis formée comme doula, j'ai une conscience de mes propres postnataux malgré toute la préparation que j'ai pu faire, c'est Mmh. toujours un bon québécois, je dirais un shit show. C'est un grand défi, le postnatal, donc on Bien prend sûr. le temps d'en parler. Puis quand les gens font le choix de ne pas avoir de sage-femme pendant l'enfantement, ça implique un niveau d'alerte souvent qui n'est pas Mmh. du tout le même que quand on fait le Ouais. choix d'avoir quelqu'un. Donc maman va parfois être plus dans l'alerte. On n'a pas nécessairement la paix d'esprit. En tout cas, moi, je prétendrai pas l'avoir eu dans mes Mmh. 2 enfantements. Et dans le postnatal, quand tout retombe sur toi, tu sais, Mmh. en étant maman, ben, on est beaucoup plus alerte. S'il y a 2 sages-femmes qui sont là pour évaluer la situation, ben là, Mmh. c'est juste comme maman, donc moi, en tant que maman, connaissant la physiologie, qui favorise, les éléments qui favorisent la délivrance du placenta, donc je dois garder cette espèce d'alertitude Oui, oui. au niveau de la naissance. Donc, si en prénatal, on a adressé les premières heures postnatales, on a adressé les limites, donc les fameuses balises de papa et de maman, et bien ensuite, on arrive dans un espace qui est beaucoup plus serein, où on sait qu'après tant de temps, nous, les limites de notre couple, c'est de prendre une action pour la délivrance du placenta s'il n'est pas né, par exemple. Donc, il y a tout ça qu'on aborde aussi en prénatal. Puis ensuite, tout l'aspect de la logistique. Ici, je viens déconstruire toute la DPJ, comment fonctionnent les signalements. Parce que si pendant la naissance, puis avant la naissance, j'ai peur d'avoir un signalement, mais c'est quelque chose qui va m'habiter. Puis Oui. on sait très bien qu'une femme qui donne naissance a besoin d'ocytocine. Donc, si je suis juste dans ma tête à avoir peur d'un signalement Mmh. et que je décide de ne pas aller chercher les soins qui me semblent nécessaires dans mon expérience d'enfantement de par une peur la, Mmh. la protection de la jeunesse, ben là, je n'aide personne. Donc, Mmh. si j'ai déconstruit, donc je vais venir faire cette déconstruction-là avec les parents. Mmh. Les éléments qui sont favorables pour ne pas qu'il y ait un signalement retenu de la DPJ, par exemple, qui serait Ouais. l'équivalent de la PMI. Donc, ça, c'est les choses
je dirais plus logistique qu'on aborde ensemble, mais c'est surtout tenir l'espace de ce couple-là OK, pour les guider dans leur propre chemin, leur propre choix finalement. OK. Bah, je trouve que c'est beaucoup plus que logistique parce que là, tu vas vraiment, déconstruire des croyances limitantes. C'est vrai que, bah, pour faire de l'ANA, enfin pour, vivre, une naissance sous ANA, faut vraiment, avoir confiance, pas y aller dans la peur et cetera et c'est hyper profond comme, les espaces auxquels on touche et cetera, d'aller vraiment, changer ton mindset et ta façon de voir les choses pour, et te préparer aussi pour que tu sois pas, voilà, prise par la peur et que ça t'amène vers, des conséquences, que tu voulais pas, quoi. Donc non, je trouve ça enfin, c'est super intéressant et c'est vrai que ces façons de donner la vie, en tout cas, bien qu'elles soient un peu extrêmes, mais parce qu'on n'a pas le choix, parfois, dans ce système. Enfin, pas par le choix, mais il y en a qui le font par choix, mais il y en a, comme tu dis, beaucoup qui le Ouais, font pas par choix. Mais ça vient vraiment te reconnecter avec une puissance à l'intérieur, quoi, avec ton autonomie, ta souveraineté, ta conscience, tes ressentis et ça, c'est tellement fort ouais, voilà, d'amener, d'accompagner les parents, les familles vers ça. Enfin, c'est c'est puissant, quoi, vraiment. ouais. Je suis contente que tu aies abordé l'aspect de la peur parce que c'est important pour moi de nommer au-delà des, tu sais, des groupes Facebook, des forums en ligne. Mmh. Personnellement, je n'ai pas rencontré de femmes qui n'ont pas eu peur. Oui. Oui, Puis c'est je clair. crois qu'il y a une certaine idéologie qui est véhiculée de Mmh. par l'internet, qui est parfois une mine d'or, puis parfois un espace qui apporte juste un certain pan de la réalité, mais en ayant tenu des cercles, en ayant eu des parents rencontres d'approche, en ayant eu de l'accompagnement, en ayant été dans ces espaces-là de naissance aussi, toutes les femmes et les familles passent par une phase de peur Mmh. et de récemment, il y a quelqu'un qui me disait: «J'ai l'impression de juste regarder le négatif», tu sais, en ce moment Mmh. dans ma préparation. Puis je lui ai dit, je dis: «Ben moi, j'ai toutes les femmes que j'ai vues ont eu cette saison-là dans leur grossesse, si elles préparaient l'ANA, puis même si elles préparent pas l'ANA». Mais Mmh. cet espace où on se pose toutes les questions, puis on a l'impression de juste se dire: «OK, là, je vois juste les urgences». Mmh. Moi, personnellement, c'est ce chemin-là qui m'a permis d'arrêter de regarder les urgences parce que les urgences potentielles, je les ai adressées, je les ai déconstruites, j'ai regardé quelles étaient mes limites, je les ai communiquées avec mon homme. Mon homme, ensemble, on s'est entendu sur nos limites, c'était quoi. Puis ensuite, j'ai plus eu besoin de les adresser. Mmh. Mais des femmes qui ont eu zéro peur, zéro crainte et une pleine confiance absolue, moi, j'en ai pas. J'en ai pas rencontré. Ça, Oui, c'est oui, comme oui. puis ça veut pas dire qu'il y en a pas. Il y en a Oui. peut-être. Mon expérience pour ma première grossesse, mon premier enfantement et mon deuxième était complètement différent. Mmh. Donc mais j'ai envie d'apporter cette petite nuance sur: «Hey, c'est correct, c'est normal d'avoir peur», puis Mmh. je ne suis pas de l'avis que si on fait des tests et si on a peur, c'est qu'on n'est pas fait pour l'ANA. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui. Puis que ça, c'est une idée qui est véhiculée de par, l'internet et les podcasts et Mmh. tout, mais en tout cas, moi, c'est pas la réalité que je vois au terrain ici. Oui et c'est vrai que c'est plus, comprendre le mécanisme des peurs et peut-être trouver des outils pour, faire avec et se renseigner et plus que juste y aller. Enfin, à un moment, on est obligé, comme tu dis, de prendre les peurs à bras-le-corps et de les confronter. Ça veut pas dire qu'on va s'en débarrasser, mais juste les regarder et se dire: «OK, j'y vais quand même, j'y vais pas, de toute façon, elles sont toujours là, quoi». Oui, puis on a été programmés là Mmh. du moment de notre naissance qui a sûrement été en structure là. On a été Mmh. programmés par la télé, par les livres pour enfants, par notre vie d'adulte, comme on a été programmés de partout pour la Ouais, naissance, en plus ouais. de tout ce qui se passe dans l'intergénérationnel. Mmh. Donc, heu, je crois personnellement qu'il y a une préparation à faire, Mmh. vraiment, tu sais? Oui, oui, oui. Une Alors que déprogrammation, en fait. oui, ben les C'est ça 2 la parce que tu sais, déprogrammation. Ouais. l'un implique l'autre là, finalement. Oui, oui. Mais oui, tout à fait. Ouais, ouais, non, Que je suis d'accord. je suis contente de pouvoir apporter cette petite parenthèse par rapport à Mmh. la peur, puis, Ouais, ouais. C'est vrai que à l'origine, on est capable, de plein de choses et cetera, mais vu que, bah, personne n'est resté dans son état d'origine, et quand on a tous été formatés quelque part, qu'on est obligé de repartir et de déconstruire et reconstruire clairement, enfin et du coup,
Ça m'amène à une question. Toi, enfin, en quoi tu penses que cet accompagnement que tu fais auprès des familles, etc., apporte un mieux-être à la Terre, à l'humanité, à... sans avoir la folie des Wow! grandeurs, mais t'as compris, enfin, il y a un effet domino, de toute façon, qui se fait, quoi, avec... toi, tu touches quelques familles, et elles, je pense qu'elles continuent à toucher, et donc, voilà, à quoi tu penses que ces graines que tu viens implanter, enfin implanter, aider les parents à retrouver plutôt à l'intérieur d'eux, ça va venir, voilà, servir une vision du monde peut-être que tu portes au fond de toi, tu vois, une vision de l'humain, de l'humanité. Wow, tellement une belle question. Je pense que tu l'as bien dit, je suis du même avis, les parents ont déjà cette graine-là. Mhm. Puis là, je crois aussi que c'est bébé qui est comme OK, il faut mettre Léa sur mon chemin, puis que chaque bébé a ces différentes influences qu'ils viennent chercher pendant la grossesse au travers de leur mère, finalement. Mhm. Euh, je pense que moi, je viens arroser à ceux qui ont envie, tu sais, de faire Mhm. germer cette graine-là. Mhm. Je, je commence toujours les cercles et les accompagnements et les différentes rencontres que je fais en mentionnant que mon souhait, c'est pas que les gens y fassent des free births, Mhm. c'est qu'ils puissent faire un choix qui fait du sens pour eux et consciemment. Mhm. Donc, ça m'est arrivé d'avoir des gens en rencontre, puis qu'ensuite ils m'écrivent, puis ils me disent Hey Léa, en fait, on veut aller à l'hôpital parce que c'est là que ça fait du sens pour nous. Puis je leur ai dit Mais c'est merveilleux parce que là, vous savez pourquoi vous y allez. Vous savez ce que vous Mhm. allez chercher. Vous n'allez pas être victime de Mhm. juste y avoir été sans savoir, tu sais. Ouais, ouais. Donc, je pense que ma démarche, c'est de parler à ceux qui ont bel et bien envie d'entendre, qui ont cette Mhm. curiosité, et c'est d'apporter de la clarté sur les possibilités. Il y a trop de femmes qui m'ont dit, je ne savais pas que c'était possible. Avoir Mhm. su, j'aurais sûrement fait ça. Mhm. Puis ça, je pense que c'est caché un peu pour plein de raisons. Mhm. Euh, donc, qu'est-ce que moi je peux apporter? Je pense que c'est un espace humain de réflexion, sans jugement, avec beaucoup de douceur sur le chemin Ouais. des parents, tu sais. Mais ton but, on va dire quelque part, c'est quand même que cette autonomie que vont retrouver les parents, de pouvoir vraiment faire des choix conscients et qui vont peut-être Oui. transposer dans Ben, d'autres... une femme qui fait un choix conscient a vraiment moins de chances d'être traumatisée parce qu'elle Oui, sait pourquoi elle est là. oui, oui. Une femme qui sait qu'en allant à l'hôpital, il y a tel et tel risque qui pourrait venir obstruer son enfantement, mais qui le fait, puis ce choix-là, puis qui dit, mais moi, je le sais que c'est un risque. Mhm. Ça n'a rien à voir avec celle qui se fait manger complètement tout rond là, Mhm. par cette machine-là, tu sais. Ouais, Donc, ouais. oui, c'est d'apporter, je pense, oui, je reviens à la clarté de l'humanisation, Mhm. puis, ben oui, de l'autonomie. Tu sais, Ouais, ouais. je trouve ça, tu sais, c'est comme de prendre une certaine responsabilité radicale dans un monde où on se fait prendre en charge partout, tu sais. Mhm. Puis moi, personnellement, Léa Couture, j'ai décidé de me prendre en charge à 100% dans la naissance, mais pas du tout dans toutes les autres sphères de ma vie, tu sais. Donc, on a tous nos zones là où Mhm. on va aller prendre plus responsabilité, qui sont plus sensibles pour nous. Il y en a que ça va être Mhm. l'alimentation, tu sais, il y en a que ça va être tout l'aspect de vivre à l'extérieur, puis il y en a que c'est l'école à la maison, Mhm. l'instruction en famille, comme vous dites en France. Mais moi, c'est la naissance. Puis il y en a pour qui c'est pas leur zone, tu sais. Puis Mhm. j'ai envie de nommer que c'est pas nécessairement, tu sais, pour moi, le Freebird, c'est pas la solution à tout, là. On n'est Oui. pas, je pense pas qu'on est dans une ère où l'accouchement non assisté est la solution. Je Mhm. pense que très humblement, l'accouchement non assisté est un symptôme Mhm. de où on en est dans notre société en ce moment. Mhm. Euh, Puis c'est aussi l'opportunité d'aller toucher à quelque chose en soi que moi, personnellement, je savais pas que j'avais, tu sais. Ouais. Bah, c'est vrai que je reviens sur ça. Le free birth, c'est pas du tout la solution pour tout le monde parce que
pas toutes les femmes sont capables, mais je veux dire en fonction de notre histoire personnelle, des fois on va avoir des choses qui vont venir se rejouer pendant la naissance, qui nous appartiennent ou qui nous appartiennent pas, qui sont vraiment au-delà de notre maîtrise et de nos ressentis, etc. Et que là on peut vraiment avoir besoin d'une assistance médicale. Et pour que ce soit peut-être possible, je trouve personnellement, de mon expérience et de ce que je vois, c'est faut se préparer tellement à l'avance. C'est pas quand tu es enceinte, c'est des années avant et venir déconstruire beaucoup de choses pour espérer, c'est pas une généralité, mais voilà, pouvoir vraiment compter sur ses ressentis, compter sur son intuition, parce que malheureusement, on est tellement déconnecté dans cette société que pas tout le monde peut vivre ça, quoi. Et c'est vraiment une question de sentir, et c'est ça qui est le plus important, et c'est ce que tu fais, c'est vraiment d'apprendre à ressentir, avoir le savoir aussi, savoir ce qui existe et les possibilités, et voilà. Mais c'est de s'offrir cette possibilité-là. Mhm. Parce que moi, pendant mes enfantements, il y a eu zéro monitorage de ma part ou de la part des gens qui étaient présents. Mhm. Donc, s'il y a quelqu'un qui est là pour minuter tout ce qui se passe dans mon corps, Mhm. puis pendant ma naissance, ben, mon expérience va être différente que s'il y a Ouais. personne qui fait ça. Ouais. Parce que si je suis en charge de calculer les 5 prochaines minutes qui arrivent dans ma vie parce que j'ai un rendez-vous quelconque et je n'ai pas accès à l'heure, mon, mon, ma capacité à être présente dans ce moment-là ne sera pas le même. Je vais peut-être Ouais. être plus alerte. On revient à ça. Je vais peut-être être plus stressée, mais ce ne sera pas pareil que si je mets le chrono sur mon téléphone puis que le chrono à 5 il sonne. Mhm. Les deux offrent des espaces de création qui sont différents, tu sais. Ouais. C'est un Mais bel exemple. ouais, c'est un bel exemple. Je n'avais pas pensé avant, j'aurais réutilisé celle-là. Donc, c'est juste deux sphères différentes. Mhm. Cependant, il y en a une des deux qui fait que je viens vraiment plus me connecter Mhm. à ma capacité à évaluer ce temps-là, puis à voir Mhm. mon ressenti, puis à voir ma gestion du stress d'être en retard aussi. Tu sais, Mhm. quand on revient à la minuterie, là, la fameuse Oui, minuterie oui, du oui, oui. téléphone. Ouais. Et je pense qu'il y a toujours, c'est vrai qu'il y a différents paliers, il faut juste trouver celui qui nous correspond plutôt que de rentrer dans le moule et faire comme tout le monde, quoi. Parce que tu en as même 100%. qui vont être tellement connectés et qui vont être vraiment en contact avec leur bébé, ceux qui peuvent avoir de la clairaudience, des choses comme ça, et Ouais, vraiment ressentir, et ça c'est encore un autre, ou oui. avoir voilà, la montre dans ta tête, enfin je sais pas comment dire, mais il y a tellement de niveaux différents, quoi. C'est juste venir montrer tout ce qui existe, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a plein de sujets qui qui sont apparus. Bah, juste pour revenir du coup à ce que j'essayais de toucher tout à l'heure quand je parlais de l'accouchement instinctif, libre, etc., Lana, par exemple, toi, quand tu l'as vécu, est-ce que... Je trouve qu'il y a quand même, ça vient d'éteindre sur d'autres parties. Tu disais que oui, tu as décidé de maîtriser la naissance, mais peut-être pas d'autres secteurs. Mais est-ce qu'il n'y Oui. a pas quand même un processus qui est initié, tu vois, Ah, complètement. oui, voilà, je trouve que de toucher à cet espace, ça fait un effet domino, comme tu disais. Domino, puis aussi choquant, moi, ça m'a mis dans un espace d'isolement, en fait, Mhm. dans le sens où, tu sais, j'ai donné naissance seule à la maison, alors que, comme je pense 99% de la population va à l'hôpital, tu sais. Puis là, je sors ce chiffre-là, là, zéro scientifique. Euh, et puis là, je me suis dit, waouh, mais c'est quoi les autres choses qu'on me cache? Ouais, ouais. Ça l'a complètement changé, en fait, ma vision de la vie, là. C'était Mhm. mes perceptions par rapport au système qui me dit d'aller donner naissance à l'hôpital, tu sais, euh, par rapport à mes habiletés, par rapport à ma capacité à aller voir à l'intérieur de moi qu'est-ce qui se passe, par rapport à la mère que je suis devenue. Tu sais, pendant l'enfantement de mon premier garçon, il y a un moment où j'ai eu peur, puis j'avais un stéthoscope. Mon souhait, c'était de pouvoir écouter, pas de monitorer parce que j'ai pas appris à écouter le cœur de mes bébés, mais que si je voulais juste l'entendre, tu sais, j'avais accès. Puis, ben, pour celles qui ont déjà essayé d'écouter le cœur avec un stéthoscope soi-même, c'est vraiment pas si évident. Donc, ça peut être une grande source de stress. Puis, en tout cas, Mhm. j'ai pas réussi à écouter. Puis là, j'ai dit à voix haute, j'ai dit là, bébé, j'ai besoin que tu me dises si ça va, parce que ça fait longtemps que je t'ai pas senti.
Et puis dans la fraction de seconde qui a suivi, mon grand qui a maintenant 5 ans aujourd'hui, qui va avoir 5 ans bientôt, il m'a donné un de ses coups, là, c'est comme le plus gros coup qu'il m'a donné pendant la naissance. Et puis là, tu sais, j'en ai des frissons à te le dire, je me Et suis moi, dit, mais ça m'a émue. wow, tu sais, Ouais. comme tout ça pour ça. Ouais, ouais. Et puis là, de déposer ce fétoscope, tu sais, un fétoscope qui n'est pas le Doppler, là, pour celles qui nous écoutent, là, le fétoscope, c'est juste mécanique, il y a pas d'électricité là-dedans. Et puis là, je me suis dit, wow, bébé, comme we are one, là. Genre, on fait ça ensemble. Ouais. Puis de sentir l'avancement de la naissance dans mon corps, là. Wow, tu sais, c'était tout à l'intérieur de moi. Il y avait personne qui me disait ça avance ci, ça avance ça avance pas. C'était comme wow, je sens en ce moment mon bassin, j'avais l'impression d'avoir une manivelle en métal là, qui m'ouvrait là. Je me souviens d'avoir dit à mon homme comme là ça avance, ça avance, je sens mon bassin il s'ouvre comme ça avance. Mais Wow. de sentir ça, tu sais mon premier enfantement est extrêmement douloureux et pénible là. C'était pas des licornes et des Oui. papillons bleus partout, là. Donc oui, la connexion à moi, ma capacité à être mère et à avoir confiance en mon intuition et ça veut pas dire que j'ai pas de doute dans ma maternité, puis comme dans la mère que je suis. Mais ensuite, quand ton bébé fait de la fièvre, puis là, je parle pas du nouveau-né dans les premiers jours, mais quand ton enfant fait de la fièvre, ben tu le prends et tu le mets en peau à peau sur toi. Qu'il ait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça devient ton premier réflexe parce que c'est ce que tu as connu pendant la naissance. C'est la première étape. Alors que pour certains, tu sais, là, j'explique par rapport à ma maternité parce que je pense que pour beaucoup de parents, la première étape, c'est ben, déjà mesurer la fièvre. Il fait combien de fièvre? Tu sais, j'ai mesuré la fièvre pour mon premier bébé, mais ensuite, j'ai jamais retouché au thermomètre. Maintenant, c'est comme, oh, mon enfant fait clairement de la fièvre, je le sens sur ma peau. Comme c'est évident de part. J'ai plus besoin de ce thermomètre-là. Peut-être qu'un jour, je retournerai vers le thermomètre pour quelconque raison, mais ça change définitivement mon vécu. Puis j'ai envie de dire comme mon espèce d'autorité parentale, dans le sens où mon premier réflexe, c'est pas d'aller voir à l'extérieur. C'est de dire comme, OK, qu'est-ce que mon ressenti me dit? Quelle est la connexion avec mon enfant? Qu'est-ce que mon enfant vit présentement que j'ai besoin de savoir, tu sais? Donc, mes enfants, quand ils vivent quelque chose, je leur dis, genre, je leur dis, OK, tu peux dire à ton corps que tu as reçu le message, là. C'est bon, on peut passer à autre chose. Puis, tu sais, ça m'est arrivé que mon fils fasse comme, là, c'est bon, j'ai reçu le message. Mais donc, il y a cette psyché qui embarque de je suis maître de moi. Et ensuite, si je vais chercher des outils à l'extérieur, je dis à mes enfants, même en ostéopathie la semaine passée, j'ai dit, on s'en va chercher du soutien pour t'aider toi dans ton processus. Donc, c'est toute une dynamique c'est une perception, c'est un paradigme différent. Puis je pense que c'est intimement lié avec mon expérience d'enfantement. Parce que pour moi, c'est je vais chercher du soutien quand j'en ai besoin, quand ça fait du sens, pas par automatisme. Donc oui, définitivement, ça change ma perception de la vie et de la maternité. Puis pour mon deuxième, la naissance de mon plus jeune, ça a été une excité. J'étais vraiment pro-ocytocine entre mes deux grossesses. Puis après la naissance de mon deuxième, j'ai vu comme un autre pan de notre univers et de la réalité. Et puis là, c'est là que j'ai vécu le plus d'isolement parce que je me suis dit, wow, ce que j'ai réussi à faire pendant cet enfantement-là, ça veut dire que j'ai aussi cette habileté à tous les autres jours de ma vie. Et ça, c'est vraiment frustrant parce que j'arrive pas à faire ce que j'ai fait pendant cet enfantement à tous les autres jours de ma vie. Donc, c'est comme ça a été des opportunités de reflet de qui je suis, de comment je perçois la vie pendant ces enfantements-là. Tu sais, je crois profondément que c'est des rites de passage. Donc, ça a teinté, mais tu vois, pour cette dernière naissance, j'ai pas réellement été vue. Tu sais, puis je pense qu'un rite de passage, on doit être vu. Donc, moi, encore à ce jour, puis là, j'organise une retraite à l'automne en lien avec ça. Je pense qu'on a besoin d'être vu, on a besoin d'être célébré. Mais le fait d'avoir fait
cette naissance-là seule à la maison, sans doula, que mon homme est arrivé dans les dernières minutes, alors que je pensais même pas que bébé allait naître dans ces minutes-là. Je C'est comme passé très vite dans ma vie. Donc il manque encore ce morceau d'être vu, puis je pense que c'est un des peut-être des enjeux qui sont liés avec l'accouchement non assisté, de mon expérience personnelle, mais je pense que oui, ça teinte. Ça teinte, mais ça trace aussi un chemin dans la marge qui peut être isolant. Oui, ok. Bah écoute, il y a plein de choses. Ça me fait remonter plein de choses là. Déjà, c'est juste écouter, c'était super émouvant. C'est comme si on touche à quelque chose de fondamental et de profond, et cet instinct et cette connexion et notre sagesse intérieure. Tout ce que tu as dit, tu vois, sur parler avec ton enfant quand il est dans ton ventre et lui demander de communiquer, mais ça, c'est quelque chose qu'on fait tellement pas, enfin, que la majorité des gens plutôt ne pensent même pas que ça existe, quoi. Ouais. Et alors que, waouh, en fait, on a les outils entre nous, on est capable, en fait, d'être autonome et d'arrêter de se dépendre de l'extérieur, quoi, et de reprendre notre pouvoir. Ça, c'est si fort. Et j'adore ton exemple encore de faire du pot à pot, quoi. C'est cet instinct. Et oui, enfin, je te rejoins sur tout ce que tu dis. C'est venu te montrer ta force, c'est venu miroiter des choses. Et comme tu dis, tu étais triste de ne pas réussir toujours à retrouver l'état auquel tu as touché pour ton deuxième enfantement, mais il t'a ouvert un chemin. Et après, Ouais. je pense que c'est quelque chose que tu vas euh, réexplorer et retrouver au fur et à mesure de ta vie. Donc, je suis sûre que... Enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses. Donc, ouais, c'est vraiment puissant. Et tu vois, j'aime bien parce que tu es un exemple un peu, j'ai pas envie de dire extrême, mais quand même par rapport à ce qui existe. Et, et déjà, on retrouve cette énergie dans des enfantements plus conventionnels, on va dire, tu vois. C'est cette puissance qu'on arrive à retransposer. Mais j'adore tout ce que tu parles parce que voilà, tu montres, tout ce que tu partages, pardon, parce que tu montres tout ce vers quoi on peut aller, quoi. Et c'est intéressant qu'on entende ce témoignage. Oui, puis Voilà. je pense pas que ce que moi j'ai vécu, je pense que ce que j'ai vécu de toucher à cette puissance-là, puis cette force intérieure-là, ça, c'était ma recette à moi pour y toucher. Mais je pense qu'une femme qui fait le choix conscient d'aller dans un lieu de naissance accompagnée de telle et telle personne, il y en a qui ont cette capacité à aller toucher à ça. Pour moi, c'était le chemin de rester seule à la maison pour me rendre là dans cet espace de sécurité. Mais il y en a qui ils se sentent à sécurité à l'hôpital. Oui, 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 oui. Donc, c'est leur chemin vers cette force intérieure. Je crois personnellement qu'il y a plus d'embûches si on va dans le système. Le système n'est pas conçu pour qu'on ait touché à ça. On n'est pas vu toucher à cette force intérieure. Je pense qu'il y a même il y a des embûches pour y toucher. Puis je pense que le système bénéficie, le système étant la structure gouvernementale et tous Ouais, bien sûr. les systèmes dans lesquels on navigue au quotidien. Je pense que si tout le monde allait toucher à ça, on serait pas du tout dans le même univers, là, Clairement. ça serait autre chose. Mais Ouais. je crois qu'il y a des femmes qui vont toucher à ça à l'hôpital et qui en ressortent tellement empuissancées. Oui. Cependant, c'est pas nécessairement ce que je témoigne le plus souvent. En Oui, général, oui. c'est pas l'expérience des femmes, mais je pense pas que c'est en faisant un freebird qu'on va aller toucher à ça, tu sais. Je Oui. pense qu'il y a des femmes qui vont vont manifester ça dans leur parentalité, ils ont plein d'occasions pour le faire. Fait que c'est pas juste à la naissance. Ok, bah du coup tu m'amènes à la prochaine question que je voulais aborder, c'est plus au niveau de ta propre maternité, ta propre parentalité. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que, grâce à ton parcours personnel et professionnel surtout, comment est-ce que ça vient nourrir ton rapport avec tes enfants? Tu vois, comment est-ce que, en gros, ça a changé ta vision de la famille, ta vision de l'éducation peut-être, ta vision de voilà, qu'est-ce qu'un enfant vient m'apporter dans ma vie et moi, quel est mon rôle vis-à-vis de lui? Enfin voilà, c'est un sujet très vaste. Tu peux me donner les idées qui t'arrivent et Mhm. après je te reposerai des questions. Ouais. Euh,
tu sais, je pense qu'on se prépare énormément pour la naissance. En tout cas, moi, ça a été ça mon chemin. Puis avant, tu sais, pendant mes différentes études que j'ai fait, j'ai travaillé en crèche, donc en garderie qu'on appellerait au Québec ici, à temps partiel. Donc tu sais, j'ai été nounou depuis que j'avais mes 11 ans, donc de mes 11 jusqu'à être enceinte, j'ai gardé des enfants. Mais après, quand on arrive devant les siens, wow, c'est vraiment une autre aventure. Je pense que la richesse, moi, j'ai compris la médecine de la doula, donc cet avantage d'avoir une doula dans la vie. Donc, des doulas qui m'ont accompagnée. Puis maintenant, je vois vraiment ça comme une espèce de zone de génie. Donc, je pense que on a des doulas pour toutes les sphères de notre vie. Puis moi, j'ai accueilli le fait que j'avais besoin d'avoir une doula pour mon couple, puis j'avais besoin d'avoir une doula pour ma parentalité, puis j'avais besoin d'avoir une doula pour mes finances. Puis donc, je dis ça parce que dans cette espèce de manque de village, j'ai compris et accueilli que je devais payer des gens qui étaient spécialisés, tu sais. Donc moi, je sais que je peux faire une énorme différence pour des parents qui se préparent à donner naissance hors système. Puis, tu sais, ça peut changer du tout au tout leur préparation puis l'expérience qu'ils vont vivre. Donc, je me dis, OK, mais il y a des gens qui peuvent moi aussi m'aider dans ma parentalité, dans ma sexualité, dans ma relation amoureuse. J'adore parce que ça demande vraiment une humilité de s'autoriser à Oui. aller là-dedans, quoi. Donc, de pas rester aussi dans ce paradigme de ben, je vais tout faire toute seule, tu sais, je suis autonome, je suis forte. C'est wow, OK, là, cette sphère-là de ma vie, j'ai besoin d'aide. Puis d'être capable d'amasser les fonds d'abord pour cette aide-là, mais d'aller la chercher puis de faire le processus, tu sais. Je vois vraiment nos enfants comme, tu sais, je crois profondément à l'incarnation de l'âme. Donc, je vois mes enfants comme des beaux reflets, tu sais, un chemin, on doit faire un chemin ensemble. Je me vois comme leur accompagnante. Je le vois comme mes accompagnants envers moi, la femme que je suis. Je pense que la parentalité, c'est un espace de défi et d'émerveillement vraiment profond. Je pense que d'être parent, c'est un peu comme donner naissance. Être parent aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec donner naissance il y a 100 ans ou il y a 500 ans, tu sais, puis être parent, ça n'a rien à voir avec être parent il y a 100 ans ou il y a 500 ans, là. Puis qu'on doit redéfinir c'est quoi la nouvelle couleur de la parentalité aujourd'hui. Oui. Tu sais, il y a rien qui est normal là, dans ce qu'on vit, tu sais, Absolument, oui. tu sais, puis en même temps de voir que c'est pas normal ce que je vis, vouloir vraiment profondément faire l'école à la maison, puis garder mes enfants tout le temps avec moi, puis être dans des groupes de parents et constater qu'en fait, je ne suis pas du tout disponible en ce moment dans mon système nerveux et mes capacités et mon réseau et mes capacités financières de faire ça et de vouloir ça. Donc, tu sais, pour moi aussi, la maternité, c'est ce grand chemin d'humilité, je pense, de reconnaître, tu sais, où j'en suis, de reconnaître que personnellement, je n'arrive pas à être la mère que je voudrais être si je suis avec mes enfants 7 jours sur 7 sans arrêt. En fait, je deviens vraiment pas une bonne mère, là. Donc, tu sais, moi, j'étais la maman qui voulait faire l'école à la maison. Et puis finalement, mes enfants vont rentrer dans un petit collège privé, là, au primaire, tu sais. Puis peut-être que je vais revirer de côté dans 6 mois, 1 an, puis que tout ça va changer. Mais c'est ce grand chemin je pense qu'il y a beaucoup de morts d'ego, tu sais, comme déconstruction de mon ego, de reflet de mes traits de personnalité, tu sais, les différentes croyances, puis l'identité que je me suis créée comme femme, puis l'identité que je suis allée chercher et créer aussi avec mes expériences d'enfantement qui me définissent aujourd'hui. Mais
Léa Couture, la femme, est bien plus que ces expériences d'enfantement-là. C'est bien plus que la mère de ces deux beaux enfants et la belle-mère de cette belle grande fille, qui est la fille de mon homme. Donc, je pense que c'est un chemin d'humilité. Ouais. C'est ce qui me vient. Je sais pas Ouais, si ça non, répond. en tout cas, ça résonne bien avec moi. Mais il y a pas de réponse. Je voulais vraiment juste avoir ton regard là-dessus et je le rejoins vraiment parce que c'est vrai que comme tu dis, c'est plus ce qu'on faisait il y a 100 ans. C'était l'autorité et on voyait les enfants comme, des ignorants, comme des voilà, des êtres, qu'il faut éduquer quoi, en fait, alors que non, Mhm. enfin moi je suis vraiment convaincue qu'ils ont et encore plus dans notre réalité aujourd'hui, dans le changement de paradigme qu'on est en train de vivre et cetera, ils arrivent mais ils sont plus éveillés que nous, ils ont plus un cœur beaucoup plus C'est ouvert la et révélation là, complète. Là. Puis eux, ils sont là, ils nous regardent, ils sont comme «Ha, ha! Comment tu vas gérer maman maintenant?» ouais, 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 non, c'est vraiment j'adore parce que ouais, ils viennent nous apprendre et nous enseigner aussi. Bien sûr, nous aussi on a, il y a notre part on a notre part à jouer et cetera, mais c'est en tout cas, comme tu dis, si on veut transformer la réalité dans laquelle on vit, parce que elle n'est pas très glorieuse, on a besoin de venir changer à l'origine, à la base, les familles, les façons d'éduquer quelque part les enfants. C'est à l'origine que ça se joue, hein. C'est vraiment à la racine. Mhm. Et ça commence avec les naissances, ça commence avec la parentalité, etc., etc. Mais je pense que, tu vois, ce que j'ai appris avec mes grossesses, Mhm. puis mes expériences d'enfantement, c'est j'ai appris à jouer avec le système. Mhm. Et je pense que pour bien jouer avec le système, ou en tout cas naviguer le système, il faut le comprendre. Puis il Mhm. faut savoir qu'est-ce qu'on va y chercher. Mhm. Puis les couples que j'accompagne, par exemple, je leur dis, OK, là, il y a un menu, puis t'es pas obligé de prendre tout ce qui est sur le menu. C'est Mhm. pas parce que c'est sur le menu que tu vas prendre les 6 desserts, là. Tu vas avoir mal au cœur, ça fait aucun sens. Mhm. Sauf que quand on rentre dans la structure médicale, ben là, c'est comme tu prends tout sur le menu. Mais il y a peut-être des trucs que tu veux pas, en fait. Puis tu t'es même pas posé la question. C'est juste que là, c'était tout sur le menu, tout est gratuit, go, on prend, tu sais. Mhm. Donc, pour moi, finalement, ma parentalité, le lien que j'en fais, c'est OK, j'ai besoin de répit comme maman. Mon fils de 4 ans a voudrait avoir des amis à toutes les minutes de la journée dans sa vie, dans sa maison. Tu sais, chaque enfant a sa personnalité. Ouais. Et moi, je n'ai pas envie, je suis pas en mesure logistiquement de lui offrir ça. Mhm. Donc, je l'envoie dans un milieu de garde. Mhm. OK, le milieu de garde, il n'y a pas de milieu de garde parfait, on Mhm. s'entend. Mhm. Maintenant, comment est-ce que je joue, comment je navigue ce milieu-là? Mhm. Combien de journées je vais l'envoyer? Combien d'heures je vais l'envoyer? C'est quoi mes attentes envers ce milieu-là? Mhm. Comment est-ce que mon enfant va arriver là-bas? Comment il va être accueilli à la maison? Mhm. Donc, je pense que c'est d'apprendre à jouer là-dedans puis à trouver une zone de confort et de pas juste être en réaction, je vais garder, en tout cas, ce reflet de moi à moi, je vais garder mes enfants à la maison parce Mhm. que tout ça, c'est de la merde. Mais finalement, moi, je vais juste exploser et et être vraiment profondément mal et Mhm. finalement détruire mon couple. Et, tu sais, là, j'exagère, mais donc de sortir de cette réaction-là puis de me dire, OK, j'ai besoin de répit. Mhm. OK, non, je ne vais pas faire l'école à la maison. Donc, je vais trouver un milieu de garde, finalement, où les enfants de plus de 5 ans peuvent aller, parce que nous, Mhm. l'école commence à 5 ans. Ah. Un milieu dans lequel il va être accueilli émotionnellement, où Mhm. la personne qui va être présente devant lui va être la même presque tous les jours et où il n'y aura pas une rotation de personnel très grande parce que c'est une faille du système, par exemple. Mhm. Donc, de trouver cette fameuse danse avec le système. Mhm. Tu sais, c'est une danse, puis si je danse pas avec, ben ça va être lourd là, de danser juste dans ma petite maison là. Ouais, Mais clairement. sinon, je peux aller danser puis faire comme OK, là aujourd'hui je vais là parce que j'ai besoin de ci et de ça et de ne pas en revenir victime, Mhm. mais de toujours revenir sur ma priorité
Puis en ce moment, notre priorité familiale et de couple, c'est d'avoir du temps de qualité avec nos enfants, avec que quand on est avec eux, on est disponible. OK, donc priorité numéro 1. Ensuite, il y a d'autres priorités. Puis si dans 2 mois, ça change, bien, on se rassoira puis on fera d'autres choix. Mais tu vois, c'est un beau reflet par rapport à nos choix d'enfantement parce qu'on s'est posé énormément de questions en tant que couple. Tu sais, donc, est-ce que si on était juste rentré dans le système à se faire prendre en charge, on aurait eu toute cette réflexion-là? Je sais pas, ça aurait été différent. Ouais, t'as raison, ça commence de toute façon l'équilibre à trouver en couple, ça commence déjà au moment de la naissance, enfin idéalement en tout cas, et c'est vrai que ça crée une base solide sur laquelle on peut continuer à revenir pour les autres choix de la vie. Et j'aime beaucoup les notions que tu as évoquées, le jeu, c'est fondamental et j'adore, enfin c'est vraiment, t'as raison, c'est une question d'équilibre, de toute façon on peut pas aller à un autre extrême et rejeter complètement le système parce que comme c'est ta santé mentale et on crée d'autres problèmes. Mais il y a des risques, il y a des coûts à ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Presque on va créer d'autres problèmes ailleurs, en fait. Tu vois, les extrêmes ne sont pas bons, donc c'est vraiment une question d'équilibre et de connaissance, de savoir, ok, là, les enjeux de chacun, en fait. Pas juste faire confiance. Donc, on revient vraiment à se renseigner et à avoir conscience. Et voilà, c'est vrai que clairement, de toute façon, il n'y a pas de recette miracle. On est tous là pour s'expérimenter. Mais ça revient au terrain de jeu. Quels sont les éléments non négociables? C'est quoi nos priorités en ce moment? Comment est-ce qu'on arrive à répondre à cette priorité-là? Puis comment on danse avec tout ça pour être bien? Moi, tu sais, des fois, je me suis fait dire, Léa, t'es une guerrière. Non, je suis pas une guerrière. J'ai pas ça en moi. C'est autre chose que j'ai. C'est pas ça. Je fais pas la guerre. Je suis pas ici pour faire la guerre. Ouais, bien sûr. C'est pas ma fréquence en ce moment dans ma vie, là, tu sais. Il y a quelque chose de beau qui peut... Moi, c'est pas là que je crée. C'est pas dans la guerre que je crée. Ça m'épuise, la guerre. Tu sais, je suis pas là. Non, c'est... Il y a de la vigueur, il y a de la ferveur. Tu sais, il y a plein d'autres choses, mais pas la guerre. J'ai pas envie d'être dans cette réaction-là. C'est épuisant. T'as raison. On nous a appris un peu à être toujours dans cette énergie de guerrier, c'est vrai, alors que non, il y a des manières plus simples. Bref. Bon, écoute, il y a tellement à dire, de toute façon, encore, mais bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Juste avant de conclure, est-ce que tu as quelque chose encore que tu aimerais partager, qui te tient à cœur, un message, ce que tu veux? Non, j'aurais envie d'inviter les gens à venir visiter mes offres, à voir qu'est-ce qui leur parle. Si mon message leur parle aujourd'hui, ben à venir explorer qu'est-ce que je fais de mon côté, puis qu'est-ce que je suis en train de créer pour les familles, pour les naissances hors système. J'aurais envie de les inviter sur mon site à couturelea.com, à juste venir voir qu'est-ce qui se trame, puis qu'est-ce qui s'offre en ligne et en présence au Québec aussi. C'est ce que j'allais demander. Donc, tu fais aussi des accompagnements en ligne. Donc, s'il y a des gens qui sont en France ou ailleurs, voilà, on peut te joindre. Oui, vous pouvez même réserver directement en ligne. Bon, le créneau horaire ne sera pas le même, mais vous allez pouvoir prendre rendez-vous définitivement, oui. Ok, super. Donc, on va se retrouver pour un prochain épisode bientôt pour continuer sur d'autres sujets. Donc, je suis ravie avec plaisir. de continuer cette discussion. Une autre fois, merci beaucoup en tout cas pour ta présence et ton partage. Merci d'avoir ouvert cette discussion, ça m'a fait plaisir. Merci de faire ce que tu fais. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et si cet épisode t'a parlé, tu peux le partager autour de toi, laisser un commentaire ou laisser 5 étoiles pour soutenir Enfants de Gaïa. Je t'invite aussi à me retrouver sur Instagram sous le nom d'Étincelle Divine au pluriel. Tu trouveras tout ça en description. À très bientôt pour la suite des épisodes.